C'est normal qu'on ait un micro. Ah. Voilà. Voilà Barbara. Bon, on peut dire que votre film ne laisse personne de marbre. J'espère. Parce que c'est vrai que c'est très impressionnant. Oui, qu'est-ce que c'est qui vous a amené à réaliser ce premier film finalement? Alors du coup, moi je suis pratiquante d'escalade et quand on grimpe en tête, on est amené aussi à être confronté au vide et notamment au fait de chuter. Et c'est quelque chose qui fait super peur. Et je me suis demandé comment j'allais travailler ça. Et je pense que j'ai cherché un petit peu en Julien, le protagoniste, des réponses à mes questions. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a intriguée déjà dans un premier temps. D'accord. Alors là, on est plutôt dans les Alpes, c'est ça? Oui, exactement. Dans le Vercors, la plupart des images sont tournées dans le Vercors. Très bien. Et quand en fait ils fixent leur ligne, on est au-dessus, on est à combien au-dessus du vide? Ben là, je crois qu'on avait quasiment 500 mètres. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y avait à peu près 500 mètres. C'est vraiment très très impressionnant. Oui. Donc il y a des protocoles particuliers pour fixer les lignes, parce que là, la vie est en jeu, donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Oui, et ben ça c'est une des étapes justement pour maîtriser cette peur, c'est comprendre le matériel. Et bon, moi je sais pas faire, hein, mais eux ils ont étudié vraiment la chose, ils font pas n'importe quoi, il y a plusieurs points d'ancrage, enfin, si jamais un point pète, ben, il y en a encore plein d'autres qui vont tenir le coup. Il y a 2 lignes aussi comme il expliquait, une ligne en dessous, s'il y en a une qui pète, ça arrive quasiment jamais, enfin je connais pas les pourcentages mais c'est quasiment jamais arrivé dans l'histoire de la highline. Et bien sûr ils ont un baudrier, comme en escalade, avec une ligne de vie qui vérifie plusieurs fois, ça devient même des fois un petit rituel de compter le nœud de 8 plein de fois, tout le monde vérifie, enfin, c'est ultra contrôlé, ils sont pas suicidaires, je le suis pas non plus, et voilà, enfin, c'est quand même très peu risqué quand même, comparé à d'autres sports. D'accord. En même temps, il faut aussi qu'ils aient confiance les uns envers les autres, puisque c'est les autres qui vont fixer la ligne. Alors, je ne sais pas s'ils vont tous repérer que la ligne soit bien fixée, mais il faut quand même faire confiance aux autres, quoi. Oui, ben, moi pour le coup qui suis complètement novice, et j'y suis allée avec la petite poulie, mais là je leur ai fait complètement confiance, mais j'ai attendu qu'ils y aillent avant moi. C'est le moindre des choses. Vous pensez que changer de ligne, ça peut suffire pour monter sur la corde sans avoir peur? Parce qu'apparemment, c'est ce qu'il dit un petit peu. Il faut changer de ligne, et puis là, on est dans un autre personnage. Je pense que c'est aussi une des techniques qu'il a apprises. Du coup, Julien, comme il l'expliquait, pendant 5 ans, il a été bloqué, tétanisé par la peur. C'est pas le cas de tous les pratiquants de highline. Lui, c'est vraiment une peur vraiment très très forte. Et une de ces techniques, avec ces petits rituels compter le nœud, c'était notamment d'avoir des petits accessoires un peu rigolos pour se dire, bon bah voilà, tout ce qu'on fait c'est encadré, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci, mais je rentre dans la peau d'un personnage et j'oublie ma vie tous les jours et je profite, je m'amuse et en étant en sécurité. Alors ce qui était excellent, je pense que le public sera d'accord avec ça, c'est que vous lui avez mis un micro à chef, et alors le fait qu'il soit sur la ligne, c'est déjà quelque chose, mais de l'entendre souffler, respirer, on a presque l'impression d'être avec lui. Et c'est impressionnant. Ouais. Bah moi, c'est un truc que j'avais réfléchi depuis longtemps, ce dispositif-là. J'avais fait des tests aussi moi-même en faisant de l'escalade, à avoir un micro sur moi. Je voulais vraiment, en fait, savoir ce qu'il vivait. Je me suis vraiment posé ces questions sur moi-même et je voulais savoir comment lui, il vivait la chose. Et je voulais être vraiment, limite, avoir sa vision, voir ce qu'il vivait, ce qu'il faisait. Et je pense que le souffle et le son, c'est quelque chose qui est très important et ça rajoute de la proximité. D'accord. Alors, donc, pour le moment, donc, c'était votre premier film, c'était la fin de vos études, en fait, finalement. Donc, on peut dire que c'est un film réussi, parce que, pour la petite histoire, donc, aujourd'hui, vous travaillez dans une boîte de production, vous êtes... Je suis assistante de production. Assistante de production, donc, en fait, vous avez présenté des films à Partance qui vous ont dit, bon, cela, c'est pas la peine, et puis finalement, vous avez dit, moi, j'ai un film aussi à moi, et c'est celui-là qui a été pris. C'est extraordinaire. Exactement. Voilà. Vous avez utilisé un drone à un moment donné pour faire certains plans? Oui, il y a quelques images au drone, mais je voulais pas trop en abuser parce que c'est des images qui sont très esthétiques, très belles. Et
Je voulais pas tomber dans un film trop beau, trop bien léché. Je voulais que ces images au drone soient un petit peu comme une récompense, qu'on les ait à quelques moments, et du coup, il doit y avoir peut-être 4 plans au drone sur tout le film. D'accord. Oui, alors donc on vous voit à un moment donné suspendu au fil, quelle sensation ça fait simplement déjà, même pas de marcher sur la ligne, mais d'y être raccroché au-dessus du vide comme ça. Et ben, je me suis dit, mais pourquoi on fait ça? On est complètement tarés, pourquoi je reste pas sur mon canapé tranquille? Et c'est une question qui était très importante pour moi, de savoir pourquoi on faisait ça, et c'est pour ça que je suis allée voir un psychothérapeute qui, lui, a fait beaucoup d'études, notamment sur la peur, pas en lien avec le sport du tout. Et du coup, je voulais comprendre pourquoi. Et je pense qu'il y a très bien répondu et de manière très belle, et ça m'a fait vraiment ouvrir les yeux. C'est une sorte de confrontation avec la mort, c'est une manière de se connecter vraiment avec la vie et de sortir d'un quotidien. Oui, enfin, pour moi, on est quand même bien au-delà de sortir de sa zone de confort là. Bien sûr. Mais je pense que tout le monde peut expérimenter ça, en faisant même peut-être une petite randonnée ou en faisant n'importe quel sport. On sort de cette zone de confort et ça permet aussi de se reconnecter avec la vie, je trouve. D'accord. Eh bien, écoutez, on va voir s'il y a des questions du public. Alors, il y a des micros qui circulent, n'hésitez pas. Monsieur a levé le bras, il a fait l'expérience, il va aller sur la ligne. Oui, allez-y, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. J'imagine donc avant, quand vous escaladez ou quand des gens sont sur la highline, donc avant d'installer la highline, on a le temps d'admirer le paysage. Quand on est sur la highline ou quand on est en train d'escalader, est-ce qu'on y pense à admirer toute cette beauté autour de soi? Alors en grimpant, je force tellement que j'ai pas forcément le temps, sauf si je prends une pause, que mon binôme me prend sec et que du coup je suis assise dans le baudrier, là je peux me retourner et vraiment admirer le paysage. Sur la highline, pour le coup, moi je suis pas encore capable de me lever comme ils le font, mais du coup avec la poulie, en fait je faisais pas trop d'efforts, j'étais juste assise, et là pour le coup j'étais vraiment subjuguée par le paysage, et t'as l'impression de voler en fait, c'est incroyable, tu sens le vent, tu sens aussi le vent qui fait bouger la ligne, c'est vraiment magnifique, je sais pas comment le décrire, c'est juste sublime. Et est-ce que Julien ou les autres highliners, eux, vous en ont parlé? Alors, je pense qu'ils en profitent aussi, mais en fait, ils m'ont expliqué que quand ils sont concentrés pour marcher, on est un peu dans une sorte de méditation. Et il y en a beaucoup qui oublient complètement ce qui se passe sur la ligne. Et c'est vraiment un moment coupé du temps. C'est pour ça aussi que j'ai essayé de travailler le rythme et le temps dans le film. Et je pense qu'ils profitent quand ils sont assis, ils profitent à côté, parce qu'on peut pas. C'est ultra fatigant, donc on se pose aussi, on regarde les autres. Donc nécessairement, ils profitent à un moment ou un autre, mais peut-être pas quand ils marchent, j'imagine. Merci. De rien. Je voulais vous poser une question, c'est quand vous êtes allé sur la highline, vous n'avez pas fait le montage. Vous avez fait le montage après, non? Alors j'avais commencé à monter un petit peu des images, mais oui, le montage a été fait vraiment après. Vous voulez dire montage poser la ligne ou le montage du film? Le montage du film, parce que ça a dû certainement révéler en vous des choses que vous n'avez pas en escalade, parce qu'en escalade vous êtes proche de la roche, oui. Et là, l'environnement, vous aviez l'horizon, il est ailleurs, quoi. Et là, ça vous a donné peut-être la dimension de pouvoir comment... Oui. Les sportifs sur la highline voyaient leur univers, quoi. Oui, tout à fait. Après, il y a aussi un gros moment d'écriture avant le tournage où j'ai dessiné des storyboards et où je me suis vraiment projetée, et j'ai regardé aussi beaucoup de films de highline. J'ai essayé de me projeter un maximum, et j'ai essayé de représenter la peur à l'image. Donc il y a beaucoup de choses que j'avais déjà dessinées en amont. Et après, des fois, au montage, des choses sont révélées un peu évidentes.
Mais quand même, c'était beaucoup en amont du film. Merci beaucoup. D'autres questions? Monsieur? Alors, je pense qu'on est beaucoup à avoir ressenti ça. Face à ce film, on s'interroge sur nos propres peurs, donc, qui peuvent être autres que le vertige. Et du coup, moi, je me demandais, en réalisant ce film, quelle peur, toi, tu as appris à surmonter et quel enseignement tu en as tiré, vu que tu es la réalisatrice, donc tu as vu tout, les rushs, tu as passé des semaines ou des mois avec eux. Donc qu'est-ce que tu en as tiré au-delà de la paroi rocheuse, mais dans la vie de tous les jours? Alors je dirais principalement c'est ma gestion de la peur du vide, plutôt via l'escalade. Principalement je pense que c'est ça. Après peut-être inconsciemment ça a débloqué des choses, très certainement. Peut-être le fait de relativiser. Par exemple là je suis super impressionnée de vous parler, il y a beaucoup de monde. Essayer de relativiser sur ce genre de choses. Mais je dirais quand même principalement le vide. Parce que c'est quelque chose qui avait tendance à me bloquer en escalade. Et en fait je me suis rendu compte que si tout est fait correctement, si c'est sécurisé, en soi, on risque peu de choses et il faut arriver à débloquer le cerveau et à faire les choses correctement et faire confiance aussi aux personnes qui sont avec nous. Ah voilà, ça c'est la sonnerie qui indique que notre temps est imparti et terminé. Bon, Barbara, merci beaucoup. Une dernière chose, vous avez un film en préparation peut-être? Quelque chose que vous voulez réaliser bientôt? J'ai un film en tête, oui, qui n'est pas pour l'instant écrit, mais bientôt je serai à la recherche d'un producteur et éventuellement d'un diffuseur. C'est pas pour tout de suite, mais si jamais il y a des producteurs dans la salle, je suis preneuse. Voilà, je vais pas m'arrêter, promis. Eh bien, on est très content que vous vous arrêtiez pas. Merci beaucoup en tout cas. Merci.